Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau Carton Rouge invité. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu d'invité sur Carton Rouge, mais on veut des invités de qualité. C'est pour ça qu'il n'y en a pas tout le temps. Souvenez-vous, on avait eu Lubomir Moravchik qui était venu nous faire un petit coucou. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, que dis-je, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Didier Roustan. Oui, vous avez bien entendu, Didier Roustan. Didier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Didier d'avoir accepté l'invitation de Carton Rouge TV. Franchement, pour moi, c'est un réel plaisir de pouvoir vous poser mille et une questions. Alors là, C'est enfin, pas faire gentil. mille et une questions parce qu'on n'aura pas le temps malheureusement, mais sur le livre que vous venez de sortir qui s'appelle Puzzle. Je l'ai ici aux éditions Marabout. Alors j'ai mes petites Mhm. notes, j'ai des questions à vous poser. Franchement, voilà, j'ai pas pour habitude de faire beaucoup de recommandations sur la chaîne pour tout vous dire. Mais j'ai dévoré le livre, il y a 428 pages. C'est alors pour ceux qui connaissent Didier Roustan, et vous êtes très nombreux à le connaître évidemment, et très nombreux à être fidèles aussi à ses podcasts, vous savez que Didier, il prend le temps de raconter les choses, et c'est pour ça qu'on a 428 pages, mais je vous le dis, on ne les voit pas passer. C'est un réel plaisir. Et du coup, je termine peut-être, et je vais lancer la première question, Didier, mais j'ai quand même envie de lire les quelques lignes suivantes qui arrivent en baissée de rideau tout à la fin du livre, où vous dites: j'espère juste que ceux qui ont pris le risque totalement fou de lire ce livre ne se sont pas trop ennuyés et qu'il n'y a pas de déception démesurée à déplorer de ce côté-là. Et la réponse est non. Franchement, je me suis régalé. Alors, moi, j'ai ressenti la lecture de ce livre comme étant un voyage en quelque sorte. D'abord, un voyage dans le temps. On va y venir parce que ça Ouais. démarre avec le début de votre carrière en 1976. Un voyage aussi sur Terre parce qu'on va aux États-Unis, on voyage beaucoup. Et puis aussi un voyage dans l'univers du foot avec toutes ses facettes, les bons côtés, puis les moins bons côtés ou plus compliqués. Mhm. Et donc, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Alors, Didier, juste première question. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Parce que au début du livre, vous le dites, vous avez quand même longuement hésité avant de vous lancer dans cette aventure. Qu'est-ce qui vous a fait basculer en quelque sorte dans l'écriture de ce livre? Ce qui m'a fait basculer, c'est la transmission. Je suis cher à la transmission. Vous le constatez d'ailleurs à travers les podcasts, par exemple, ou certaines interventions dans mon métier à la télévision. Je pense qu'il faut voir toujours les choses avec dans leur globalité, ce qui permet d'avoir un certain recul aussi. On est c'est bien d'être dans l'instant pour ce qui est du football, bien évidemment, mais toujours laisser quand même une porte ouverte et voir et analyser les choses aussi avec perspective. Alors pourquoi finalement je me suis lancé dans l'aventure, entre guillemets, d'un livre? Au départ, j'étais pas pour. Ces dernières années, à l'occasion de rencontres comme ça, je croisais parfois des gens de l'édition, c'est pas mon monde, et ils venaient très gentiment vers moi, me laisser leur carte et me disaient: Monsieur Roustan, depuis des décennies, vous avez vécu un certain nombre de vies, ça serait bien de le faire partager de manière encore plus concrète, parce que les écrits restent, hein, on parle, d'accord, mais tout ça, ça s'envole. Et, et je répondais chaque fois très rapidement, poliment, non, parce que j'étais gêné. C'est toujours gênant, je trouve, de parler de soi, quoi. Surtout dans un livre, du début à la fin. Je trouvais ça un peu prétentieux, peut-être. J'avais une forme de pudeur par rapport à ça. Et puis, une fois, quelques années plus tard, une fois, une autre personne s'est présentée, cette fois, bon, de Marabout, Benoît Bontou, c'est son nom. Et peut-être que c'était le bon moment. Disons que j'ai un petit peu hésité et je lui ai dit: écoute, revoyons-nous dans une semaine, 15 jours, laisse-moi infuser tout ça et peut-être. C'est-à-dire, j'ai descendu un peu le pont-levis de Montfort, Fort Roustan, on va dire, et ma tour d'ivoire. Et on s'est revus donc peu de temps ensuite, et je lui ai posé certaines conditions. J'ai réfléchi à des choses et j'ai dit: si tu acceptes ces conditions, alors ok, on va le faire. Et il les a acceptées toutes du début à la fin. Elles étaient les suivantes. Déjà, il n'y a pas de chronologie. Ok, le premier chapitre sera 76, puisque c'est le début, le tout début, quand je mets mon premier pied à Cognac G, etc., à TF1 et tout. Mais la suite, ça va être comme je suis, c'est-à-dire, ça va partir un peu dans tous les sens. Ensuite, on sera peut-être en 94, après en 2012, après on va revenir en 86, après ça va être voilà.
Laisse-moi vivre ma vie. C'est-à-dire, je ne veux pas de conditions particulières. Voilà, j'ai besoin de liberté quand je m'exprime, et puis c'est moi qui m'exprime, c'est moi qui signe. Donc vous n'allez pas m'expliquer bababa. Sauf après, je peux être évidemment à l'écoute. Je n'ai pas la science infuse. D'un point de vue technique, professionnel, par exemple, Puzzle, c'est moi qui ai eu l'idée de ce titre. Alors sur le coup, certains de ses supérieurs ne trouvaient pas ça terrible. Et là, je n'ai pas dit ça sera ça ou rien. Là, évidemment, on peut discuter. Et je leur ai dit, écoutez, si vous me trouvez un titre qui me paraît meilleur, plus adapté, bien évidemment, moi, il n'y a pas de souci. Mais il n'y en a pas eu d'autres, donc c'est resté sur Puzzle. Et donc, il a accepté, et j'ai accepté aussi. Puzzle. Et parce que je l'ai fait aussi un peu pour mes enfants. Ah. Qui parfois ont souffert peut-être un peu de mon absence, puisque j'étais là. Je l'ai fait pour les gens qui m'aiment, parce que ceux qui achèteront le livre, je pense, ben forcément, ce sont des gens qui me suivent sur plusieurs générations et qui m'aiment bien. Un livre, je le vois comme ça, je le vois comme un partage, déjà. Voilà, c'est un partage avec les gens. Et puis, je le vois aussi toujours, sans péter plus haut que mon cul, désolé pour l'expression, mais un petit peu engagé, quoi. Il faut que ça ait un sens, que ça apporte quelque chose. C'est pour ça qu'à un moment, je fais référence à la chanson écrite par Rhoda Gilles pour Julien Clerc, qui l'interprète très bien. À quoi sert une chanson si elle est désarmée, quoi, s'exprimer le chilien, Et il me semble que à travers le livre, ça peut éveiller certaines personnes, les inspirer par rapport à d'autres choses. Comme j'ai commencé très jeune, donc j'ai touché effectivement plusieurs générations, et il y a beaucoup de jeunes journalistes qui sont moins jeunes maintenant, mais encore des jeunes, et ça fait plaisir, qui me disent qu'ils ont eu envie de faire ce métier en m'écoutant, en voyant mes reportages ou des choses comme ça. Et que j'ai été souvent une source d'inspiration. Il y a par exemple un jeune qui est très talentueux, qui est sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Willow. Absolument. Voilà, très connu. Tu connais, ouais, voilà, très connu. qui fait des choses, je trouve ça très bien. Et j'ai lu une interview de lui par hasard il y a quelques mois. Et alors, il disait, il aime bien ceci, il aime bien telle personne, dans ce métier-là, telle personne. Et à un moment, l'intervieweur disait, et Didier Roustan, par exemple, c'est pas... Et lui, il disait, ah non, Didier Roustan, c'est autre chose. Didier Roustan, c'est une source d'inspiration. Et donc, voilà, ce mot, source d'inspiration, beaucoup de gens m'en ont fait part. Et si ce bouquin peut être une source d'inspiration pour certaines personnes, ça sera bien aussi, quoi. Alors, dans le livre, donc, Puzzle, 21 pièces du puzzle, on va le dire comme ça. Ouais. Apparemment... Même l'épilogue est une pièce en soi. Oui. Peut-être moins le prologue qui est plus court, ouais. Il y a presque 22. Presque il y a 22. Tableaux. Oui, il y a 21 tableaux. Ce que j'ai cru comprendre en écoutant notamment les podcasts, c'est qu'il y avait même un peu plus de pages au départ dans le livre, et que vous en avez enlevé parce que ça paraissait peut-être un peu trop long. Mais c'est-à-dire qu'on était parti sur 256, 264 pages, je ne me souviens plus. Et puis, je suis arrivé à plus de 428 parce que j'ai supprimé un chapitre qui faisait une centaine de pages. Donc, dans l'absolu, ça pouvait faire 278 pages. Et Marabout, ils ont été sympas parce que dans 228 et 30, 258 pages, ouais. Je leur ai dit, démerdez-vous, je vous vois mal couper là-dedans. Et en plus, j'étais d'autant plus emmerdant que je voulais pas que ça soit écrit minuscule. J'aime bien quand c'est un peu... Déjà, c'est pas spécialement aéré, quoi, parce que c'est quand même des pavés, les pages. Mais par correction, pour les gens, tu vois, qui ont pas une acuité visuelle niveau... Condor, quoi, je leur ai dit, voilà, que ce soit pas écrit comme ça, mais que ce soit écrit assez gros. Donc assez gros, 215 pages de plus que prévu, 428, tu vois, 258, enfin bon, bref, ça leur coûtait du papier en plus, c'était pas courant, c'était peut-être même repoussant pour des gens qui étaient susceptibles d'acheter le livre et qui disent, oh là là, un truc comme ça,
j'ai peur, je m'en vais. Mais donc, ils ont été très, très corrects, très sympas, et ils ont accepté, encore une fois, ce petit détail, qui n'en est pas forcément un. Mais ce qui me rassure et qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'il y a, les retours sont unanimement bons. Voilà, c'est pas, tu vois, Ouais. comme toi, à travers ce que tu m'as dit, ce que tu as ressenti, tu as pris du plaisir, Ah quoi. ben ouais, mais en plus, Et, on se marre en plus. Il y a des ah bah, anecdotes qui sont il faut de marrantes, l'humour, franchement. il Bah faut que ça oui, soit, il faut que ça soit varié. On n'est pas là, le climat est assez oui, suffisamment exactement. anxiogène pour ça. Je dénonce parfois certaines choses, mais je veux dire, il faut que le ton reste léger. Le football, ça, c'est une fête, c'est une émotion, une sensibilité, etc., un sentiment. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui n'avaient jamais acheté un livre, ok? Donc, mais ça arrive, hein, je veux dire, les gens, voilà, ils lisent leur quotidien, ils lisent sur Internet, ils lisent, mais ils n'achètent pas de livres. C'est sûr qu'on lit de moins en moins souvent. Et ben, qui m'ont dit, c'était mon premier livre, c'est le premier livre de la collection, et j'ai pas vu le temps passer. Donc, Ah, c'est sympa ça. C'est le meilleur ouais, compliment qu'on puisse faire, je ouais, c'est un pense. petit Parce compliment. qu'en plus, franchement, il se lit très facilement, quoi. C'est vraiment agréable. Et il y a tellement de choses Oui, parce qu'il différentes. il faut préciser que chaque chapitre, chaque tableau, j'appelle ça, c'est comme si tu rentres dans une galerie, voilà, il y a 21 tableaux, a un début, un milieu et une fin. C'est une histoire en soi. Ça veut dire que déjà, on peut le lire dans le désordre si on le souhaite, mais si tu lis le premier chapitre aujourd'hui et le deuxième dans 3 semaines, et le troisième 10 jours plus tard, tu es pas largué, quoi. C'est chaque fois une sorte de nouvelle, on va dire. Alors moi j'ai une première question, Didier, par rapport au livre, ce qui n'est pas dans le livre justement, parce que Ouais, ouais, on le voit derrière toi, d'ailleurs tu as le maillot de la S Cannes, ouais. supporter de Cannes depuis toujours, mais c'est le Didier Roustan, avant 18 ans, avant Cognac Jet, qui a joué au foot à Cannes. Est-ce que tu Ouais. peux nous dire à quel poste tu jouais? Est-ce que tu as rêvé d'être footballeur professionnel ou pas? Moi ça a été mon cas, mais Alors, j'étais pas assez bon pour ça, donc est-ce ouais, que toi c'était ton cas? Est-ce que tu avais envie de devenir footballeur professionnel? c'était une autre époque, parce qu'on est dans les années 70, ok? Aujourd'hui, tous les gosses, parce que il y a quelque chose qui n'est pas sain aussi, parce qu'il y a le côté gloire et argent qui entre en ligne de compte pour un gosse qui veut devenir footballeur maintenant. Tu vois, il ne peut pas l'occulter, on lui explique tellement. Et puis lui, il voit que le haut, quoi. Tu vois ces sommes d'argent, tu vois, bon, etc., etc. Même si c'est la passion qui doit te conduire à cette envie d'être footballeur professionnel, bien évidemment. Mais dans le début des années 70, il faut savoir que le football n'était pas spécialement populaire au sens noble, en tout cas, qu'il n'avait pas une belle image. Si tu aimais le football, tu étais passionné de football, dans le début des années 70, tu étais considéré aux yeux des gens comme un abruti, un demeuré. D'ailleurs, les politiques qui maintenant s'affichent, tu vois, le football, patati, patata, et en profitent aussi, ils te disaient que ceux de l'époque, en tout cas ceux de l'époque, te disaient que quand ils lisaient l'équipe, et qu'ils allaient à l'Assemblée nationale, par exemple, tu vois, ils étaient députés, tout ça, ils le planquaient, surtout que personne ne les voit en train de lire l'équipe, parce que c'était très dévalorisant. Donc il y a cette première chose. Et la deuxième chose, il n'y avait pas cette histoire d'argent. Les gens qui jouaient au football, alors les stars de l'époque gagnaient plus que la moyenne nationale, mais d'une manière générale, le footballeur basique, voilà, il gagnait bien sa vie, mais après sa carrière, il fallait qu'il travaille, hein, sinon il n'allait pas s'en sortir. Alors pour répondre plus directement à ta question, mais j'en parle quand même dans Ode au football 1, qui est le 20e chapitre, hein, je pense, puisqu'après il y a Ode au football 2, et Ode au football 1, c'est donc ma jeunesse. J'ai été surpris d'ailleurs de m'étendre un petit peu là-dessus, mais il me semble que pour mieux comprendre cette sensibilité football et finalement l'homme que je suis et que j'allais un peu devenir après, évidemment, parce qu'on évolue, il était important qu'il ait ce chapitre et qu'il comprenne cet amour pour le football et que le football, à mon niveau en tout cas, aura été beaucoup plus que le football, puisqu'il aura aidé, mais il m'aura permis de mieux me structurer, puisque j'étais un petit brigand, entre guillemets, jeune, j'avais beaucoup de temps à moi, et donc j'avais la nuit, je sortais, et pas que le samedi soir, si tu veux, donc j'avais pas toujours les bonnes fréquentations, j'étais un peu perdu dans ma tête parce que livré à moi-même, enfin j'explique tout ça, et maintenant pour répondre plus directement à la question, je jouais libéraux. Libéraux, ça veut dire libre.
Donc, c'est pas forcément innocent si on voit un peu l'homme que je suis ou mon parcours. Donc, libéraux, pour les plus jeunes, parce que ça n'existe plus comme poste. Non. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la couverture alternée. Voilà, il y a deux défenseurs centraux. Et si l'avant-centre est là, bah, c'est celui-là qui le prendra et l'autre couvrira, et inversement. Autrefois, l'avant-centre, voilà, il y avait deux défenseurs centraux, mais si l'avant-centre allait là, eh ben, le libéraux allait là, l'homme libre allait le couvrir là. Si l'avant-centre était là, ben, l'autre, etc. Et c'est un poste qui te donne un champ de vision parfait, puisque tu as tout le jeu devant toi. C'est un poste qui te donne une très forte responsabilité, parce que c'est toi qui vas couvrir toutes les erreurs, ou au moins à chaque fois que ton arrière-gauche, ton arrière-droit ou ton stopper s'est fait déborder, c'est toi, pas le sauveur, mais si on te passe toi après, alors là, il y a le feu, parce qu'il va y avoir, normalement, somme toute, un face-à-face avec le gardien ou un centre hyper dangereux. Donc, c'est un poste qui a une grosse responsabilité, parce que c'est lui qui va décider aussi. Autrefois, il n'y avait pas le hors-jeu de position, il y avait le hors-jeu tout court. Ça veut dire que c'est toi qui vas faire monter ta défense à l'instant T pour que les attaquants, si le ballon est récupéré par l'adversaire et balance, soient hors-jeu. C'est toi qui vas rattraper les coups foireux. Et c'est toi aussi qui va être, comme disait Jean-Marc Guilloux, son expression, c'était la rampe de lancement. C'est toi qui va être, une fois le ballon récupéré, s'il est récupéré bas, évidemment, c'est toi qui va enclencher l'action. Et à ce sujet, et là je viens à cette histoire, joueur professionnel ou pas, Robert Domergue, alors là, il faut être très ancien pour connaître, Robert Domergue, il a été entraîneur de l'OM, il a été entraîneur du Grand Valenciennes, il a même été de manière provisoire l'un des 2-3 entraîneurs de l'équipe de France. À un moment, l'équipe de France avait 2-3 entraîneurs avec du Gauguez ou quoi. Enfin, il a été dans le staff de l'équipe de France et c'était quelqu'un de très considéré et qui est devenu entraîneur de Cannes, qui était alors en 2e division, en fin de carrière, quoi, tu vois, de sa carrière d'entraîneur. Et à un moment, il vient voir les cadets. Nous, on avait une équipe cadet très forte. On était champion du Sud-Est, demi-finaliste Coupe de France cadet. On se fait éliminer à Nantes, tu vois, par le Nantes, où il y avait déjà des stagiaires, des aspirants. Le Nantes de Thierry Tussaud, 1-0. Et encore, j'en ai parlé avec Tussaud de ce match-là, puisqu'on s'est rencontrés après, quand il était joueur professionnel de l'équipe de France, de Nantes, tout ça, et moi, journaliste. Et il se souvenait de ce match. Il me disait, putain, mais vous avez une équipe d'enfer, tout ça. Je dis, ben ouais, ben moi j'étais en face, mais tu jouais. Bon, enfin, bon, bref. Donc c'est rigolo parce que des fois, j'ai rencontré des gens contre qui je jouais gosse, enfin jeune, cadet, junior, tu vois, machin, et qui sont devenus pros. Et après, on s'est dit, putain, tu te souviens de ce match avec Marcilla au Caillol? Ouais, ben il y a un. Bref. Et Domergue vient voir les cadets parce qu'il voulait qu'il y ait 2 ou 3 jeunes de cette équipe qui s'entraînent une semaine avec les professionnels en 2e division, hein, je te rappelle. Et moi, j'étais libéraux, donc, et on faisait un match, et là, comme ça, ils regardaient un peu. Et à un moment, parce que moi, j'aimais bien garder la balle, tu vois, j'aimais dribbler, j'aimais trucs. Et j'aimais même essayer de faire des petits ponts dans ma propre surface de réparation. Mais sans danger, parce que je savais que si je ne réussissais pas, j'étais déjà sur le qui-vive pour le gêner si le ballon était récupéré, ce qui en déchèvre mon entraîneur, mais bon, c'est comme ça. J'étais très, très joueur dans l'âme. Et quand je récupérais le ballon comme libéraux, tu vois, je le portais, je le gardais et j'attendais qu'un joueur vienne vers moi pour soit le dribbler, soit faire un décalage sur le gars à droite ou à gauche. Et lui m'a appris quelque chose, comme nous n'avez pas appris notre entraîneur, il m'a engueulé pour ça. Il me dit, viens, parce que j'ai fait 2-3 fois comme ça. Hop, il a arrêté il demandait à mon entraîneur d'arrêter le match. Il dit, viens. Il me dit, écoute, il faut faire vivre le ballon. Et quand ton équipe récupère le ballon, les joueurs adverses, l'équipe adverse est moins bien placée, tu vois, enfin, elle est en position d'attaque, tu récupères le ballon, elle n'est pas encore bien placée pour défendre. Plus tu portes le ballon, plus ils vont se replacer. Donc, tu dois jouer à une touche de balle, dans la mesure du possible, si le ballon est contrôlable. Ça veut dire que tu dois maîtriser l'attaque adverse, ok, et ça, Thiago Silva, par exemple, le fait très très bien. Les joueurs pros d'un certain niveau le font aussi, bien évidemment. Mais Thiago Silva était très fort pour ça. Et il l'est toujours, puisqu'il joue encore. Tu vois, il me dit, il mettait la situation, il me dit, voilà, tu as le ballon là, et tu le récupères comme ça. Toi, tu dois déjà avoir
soit face à toi par rapport au jeu, soit dans ton dos, la position d'un partenaire qui te permettra, si le ballon, sans prendre de risque, est à peu près contrôlable et que tu te sens le faire techniquement parlant, tu vois, quand le ballon, tu vas l'intercepter, déjà, au moment de l'interception, tu connais la situation et donc tu le donnes à ton partenaire, qui lui sera dans une position plus haut ou décalée et qui va permettre d'avoir ce temps d'avance par rapport à l'équipe qui était en position offensive et qui se retrouve en position défensive, etc., etc. Tout ça pour te dire que Domergue a pris 2-3 joueurs, ce Robert Domergue, pour s'entraîner une semaine avec les professionnels. Donc à 16 ans, je m'entraînais une fois par semaine avec les pros de la SCAN, ce qui n'était pas très courant à l'époque, ce qui montre que j'avais un niveau, on va dire, acceptable. Mais moi, ça peut faire sourire des gens qui, on leur aurait proposé ça, ils ne dormiraient pas de la nuit, si tu veux, des jeunes actuels sans doute, ou peut-être même de l'époque, mais j'étais déjà un peu particulier à l'époque. Et ben, j'y allais, mais j'y allais, ça me faisait chier, quoi. Parce que j'étais avec des adultes, j'étais plus avec mes potes, c'était quelque chose, tu vois, les entraînements, tu vois, c'était pas... Nous, on déconnait à l'entraînement quand même, il y avait une joie, même si on faisait ça avec beaucoup de sérieux et de concentration. Et ça me faisait chier. Et j'y allais un peu à rebrousse-poil, quoi. Et à un moment, je disais, Monsieur Domergue, enfin, j'ai demandé à mon entraîneur, parce que j'étais gêné, tu vois, quand même, là, le respect de l'adulte, tout ça, je disais, putain, Monsieur Ayot, il s'appelait Monsieur Ayot, vous ne pourriez pas dire à Monsieur Domergue, moi, sans lui dire que ça me fait chier, mais que j'y aille plus. Il me disait, mais Didier, tu es fou, tu te rends compte, la chance extraordinaire que tu as. Ouais, je dis, ouais, mais moi, ça m'emmerde. Bon, mais alors, il ne disait pas, alors j'y allais, tu vois, il fallait faire de la musculation, des trucs. Ouais. C'était. Voilà, donc, et après, j'ai arrêté. Et après, c'est un âge où 16-17 ans, c'est là où tu passes, où tu casses, si tu veux. Et moi, je me suis intéressé à beaucoup d'autres choses à 16 ans que le football, c'est-à-dire que, bon, tu vois, les femmes, les sorties, les machins, les trucs. Et puis, c'était pas dans mes ambitions, être joueur professionnel. Donc, voilà, je réponds à ta question. Cela étant, on ne saura jamais si j'avais les capacités pour. J'avais certaines aptitudes et un certain niveau, mais comme il y avait des centaines de gosses de mon âge qui l'avaient aussi, tu vois, j'étais pas Zidane, Cantona ou quelque chose comme ça, quoi, tu vois, et aucune motivation. Donc, c'est mort un peu de sa petite mort, quoi. À 18 ans, je suis monté à Paris, je me suis pas du tout inscrit dans un club, et j'ai joué des matchs avec une équipe de Branque où c'était des chanteurs, des journalistes, d'anciens joueurs pro, comme il y avait Kurkovic, par exemple, Michel Rouquette, qui avait été champion avec Monaco, des trucs. Et on s'éclatait entre nous, et c'était parfait, tu vois. En plus, j'ai ni regret, ni la moindre aigreur, tu vois, en me disant, si je m'étais accroché, peut-être, tout a été naturel, et c'est très bien comme ça. Alors, c'est intéressant parce que je ne le savais pas, ça. Tu vois, que tu avais fait comme ça des passages avec des entraînements avec des pros. Mais c'est vrai que j'imagine que d'un seul coup, les entraînements sont très sérieux, il faut faire de la muscu, tout ça. Donc, évidemment, quand on a 16-17 ans, c'est pas forcément évident de franchir ce cap. Ceux qui veulent réussir, déjà, ils sont très sérieux à l'âge aujourd'hui, à l'âge de 12-13 ans, tu vois. Ils vont pleurer pour une défaite dans un tournoi quelconque et tout, parce qu'ils ont la pression des parents, parce qu'ils ont la pression de leur propre entraîneur. C'est ce que j'explique dans le livre. Oui, bien sûr. La chance que j'ai eue, c'est que mon entraîneur était un éducateur et qui dramatisait jamais les choses. Et que si on perdait, évidemment, on était déçus. On disait merde, machin, truc. Évidemment, tu faisais la gueule puisque tu prenais ça à cœur, mais tu n'allais pas pleurer, si tu veux, ou tu n'allais pas pendant une semaine, tu vois, et on n'avait pas des parents derrière. Il y en avait quelques-uns qui étaient... Mais d'ailleurs, les 2 ou 3 qui étaient très présents et qui étaient avec leur fils, ils ont tué, entre guillemets, ils ont fait beaucoup de tort à leur fils, quoi, qui se mettait une pression terrible. Mais ce n'était pas la faute du fils, c'était la force de l'adulte. Jamais mon père, bon déjà, il venait pas souvent, et quand il venait, jamais après, quand on était à table, il me parlait du match ou quoi, ou juste un truc comme ça, mais pas de moi spécialement, tu vois. Il m'a dit, votre ailier gauche, là, il était fort, il était machin, j'aime bien son style de jeu ou quoi. Il me disait pas, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça.
j'aurais dit, papa, alors, déjà, tu viens pas beaucoup, mais ne viens plus jamais, quoi. Fous-moi la paix, tu vois. Et Enfin, je m'ai dit, fous-moi la paix, mais avec les mots qu'il faut, quoi. je pense que les parents, quelquefois, ne se rendent pas compte la pression qu'ils mettent sur leurs enfants, Ah ouais, ouais. les enfants qui n'ont pas envie de décevoir leurs parents, forcément. Quelquefois, on Bien voit des sûr. trucs au bord des terrains, mais tu en parles mieux que tout le monde, mais on voit des images, des attitudes qui sont juste sidérantes Et oui, et parce complètement qu'eux, ils se décalées, quoi. projettent, et tu vois, ils pensent pas à l'intérêt propre de leur gamin, quoi, tu vois. Et puis pour l'entraîneur, en Ouais, plus, c'est terrible, ça met une quoi. pression supplémentaire, c'est idiot. Totalement. J'ai une question, Didier. À un moment donné dans le livre, tu évoques ton passage à l'OM TV, hein, Ouais, Dominique Grimaud qui te fait venir pour un an. ouais, Alors, ouais, tu évoques à demi-mot les tensions qu'il y avait entre Anigo et Deschamps. Alors, c'est moi, ça. tu dis pas exactement ce qui se passe, et puis c'est pas ça qui m'intéresse en fait. Oui, mais les gens le savaient, je pense. Ouais, Oui, ouais. mais moi, il y a un truc qui m'intéresse parce que tu évoques le fait que euh, c'était en 2009 de mémoire, enfin, c'est à cette époque-là. Et donc Ouais, tu dis que si à 2009-2010. l'époque il y avait eu les réseaux sociaux comme aujourd'hui, certainement que tout le monde l'aurait su, que ça aurait fait les débats sur les plateaux, sur les réseaux Ouais, sociaux, ouais, etc. ouais, ouais, Et ouais. tu dis finalement, tu regrettes un peu, finalement, ce que je comprends, mais c'est pour ça que je te pose la question, tu regrettes un peu cette période aujourd'hui où en fait tout le monde peut s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs moi j'en suis la preuve parce que moi je suis évidemment pas journaliste et que pour autant je parle de la SS avec passion, etc. Et Mhm. qu'on voit plein de gens qui se mettent devant leur téléphone, devant leur caméra et qui parlent. Et effectivement ça papote, ça piaille. Et puis c'est peut-être à celui qui fera le plus de buzz en hurlant devant son téléphone qui fera le Ouais. plus d'audience. Est-ce que tu regrettes profondément le fait qu'aujourd'hui il y ait une caisse de résonance plus importante ou en tout cas qu'il y ait des canaux et que tout le monde puisse parler, y compris les gens qui parfois disent un peu n'importe quoi? Disons que les réseaux sociaux, il y a des bonnes choses. C'est bien que les gens puissent s'exprimer. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui ont du talent, que ce soit comme journaliste, comme chanteur, comme tu vois, ou dans d'autres domaines, qui puissent exprimer ce talent, alors qu'ils n'auraient jamais accès, si tu veux, à la profession en question. Et du coup, il y a des gens qui le voient et qui disent, putain, mais lui, on va peut-être lui donner sa chance, ou lui, on va un peu le propulser, ou tu vois, Mm. déjà, c'est voilà, ça ouvre un petit peu. Je trouve que c'est bien, le football appartient à tout le monde, et je trouve que c'est très bien que tout le monde s'y exprime, si tu veux, exprime leurs sentiments. Le souci, c'est que ça augmente. Le football, c'est déjà très spécial. Et déjà, je trouve qu'on a des avis beaucoup trop définitifs, beaucoup trop durs. Tu vois, bien souvent, les gens n'ont pas toujours les termes pour l'expliquer. Et ça rajoute à la confusion. Et le souci, c'est que, bah voilà, il y a des gens qui sont, beaucoup de gens qui sont influençables. Le Mm. dernier qui parle a parlé, et il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ait peut-être un peu plus de followers, qui soit peut-être un peu plus influenceur, et il part sur un sujet comme ça, sur quelque chose de précis, et alors tu as une armée de personnes, et après, c'est dommage aussi qu'il n'y ait pas de modérateur. Les gens qui sont vulgaires, qui sont insultants, tu parles, le truc, il y a un truc soi-disant pour les signaler, mais ça débouche sur rien. Et que ça soit un tel. Mais je comprends aussi, parce que les patrons, enfin ceux qui font le business derrière, plus il y a de flux et mieux ils se portent. Et malheureusement, plus la personne sera parfois insultante, Mm. désobligeante ou forcera le trait sur certaines choses, et plus ça va faire des clics et des clics et des clics. Et ça, c'est pas bon parce que, comme je te disais tout à l'heure, le climat est déjà anxiogène, ça rajoute au processus. Il y a aussi beaucoup de désinformation. Là, je dépasse le cadre du foot. Donc, je pense que c'est un bel outil, mais qui devrait être beaucoup mieux régulé et être pris avec des pincettes. Il y a des gens qui harcèlent à Mm. travers Bien sûr. les réseaux sociaux. On sait les dégâts que ça peut occasionner. Il y a des gens voilà, qui s'en servent avec des intentions très malveillantes, quoi. Donc, c'est un grand n'importe quoi. Les joueurs, ils sont Et sensibles ou pas à ta connaissance? ça, Est-ce qu'ils ça, regardent beaucoup les réseaux sociaux, ce qu'on dit d'eux? Est-ce je que... sais que les tennisman, à un moment, ils étaient
très insulté pour certains et ça les a touchés parce que ça touche les gens si ça va chercher très loin. Tu vois, je pense que si j'avais 20-25 ans, j'aurais été peut-être très, très vulnérable. Même si à 20-25 ans, je pense que j'étais déjà très mature et par rapport à Léon Di ou les gens, tu sais bon. Mais il y a quelque chose qui n'est pas sain derrière ça. Je vois certains de mes confrères qui des fois sont insultés de manière assez violente, virulente. Je sais que ils le vivent moyen, quoi. Ouais, Mais normal. je leur dis, j'ai la chance à mon niveau, si tu veux, que globalement, les gens, ils sont très gentils avec moi. Même des fois, trop gentils, ou enfin, je sais pas. Donc, ça fait plutôt plaisir. Je suis pas dupe non plus. J'arrive à prendre du recul. Mais les commentaires désobligeants sont assez rares. Ou alors, ils le sont par un tweet. Et ça, je sais que, en fonction de ça, tu vois, les gens ont tellement l'esprit étroit, ils sont tellement intolérants qu'il va y avoir un paquet de mecs qui vont dire gna 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 gna. Mais tu le lis pas, quoi. Ou tu le lis du bout du truc. Tu t'en fous. Et je leur dis, donc à ses confrères, quand ils sont touchés, je dis, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Je veux dire, souvent, j'irais même jusqu'à dire que c'est tellement misérable, la remarque ou les remarques, et qui sont ces gens? Souvent Bon, il y des a trolls Umberto anonymes en Eco, plus. C'est souvent hein? anonyme. C'est anonyme la plupart du temps. C'est anonyme. Ouais, Et qui sont pour te dire que tu t'habilles ouais. mal, que tu as une gueule de ceci, truc et tout. Moi, des fois, au début, tu vois, je disais, montre-moi comment tu t'habilles. Tu as une belle gueule, montre-moi, mets ta photo, mes trucs. Moi aussi, je vais te dire, tu vois. Bon, bien sûr, tu n'as pas de réponse, c'est la photo, et le mec bien sapé, enfin, qui aurait soi-disant du goût, tu le vois pas. Bon, faut prendre ça avec détachement, mais c'est vrai. Donc, pour revenir à Umberto Eco, qui disait les réseaux sociaux, c'est un désastre parce que c'est le bar, si tu veux, qui C'est ça. s'invite. Et dans un bar, quand tu discutes avec des copains, tout ça et tout, oui, tu vas loin, tu dis hey, qu'est-ce qui me casse les couilles, les trucs et tout, machin. Mais à un moment, tu en rigoles, à un moment, tu dis hey, René, bon, ça va, allez, mets un ton plus bas et truc, remets-nous une petite machin qui est causes. Allez, maintenant ça va, et truc. Et là, tu as le plus demeuré, comme dit Umberto Eco, qui peut s'en prendre et critiquer un prix Nobel, C'est si tu ça. veux. Tu vois. Mais Et quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, mais bon. après, si tu veux, quand même, juste une toute petite anecdote, si tu me le permets, parce que Ouais, je suis pas là pour bien parler sûr. de moi, mais quand même, c'est Ouais, juste pour. En plus, les abonnés de la chaîne ne le ouais. savent Ouais. peut-être pas. Mais au début, quand j'ai créé la chaîne il y a 5 ans, donc audience nulle, personne regardait mes vidéos, tout ça, mais je Normal. faisais ça avec passion, puis enfin, Ouais. honnêtement, j'y prenais du plaisir. Mm. Et à la fin d'un match, je fais le débrief comme d'habitude, et je Mm. crois qu'on avait perdu, on avait fait match nul, je sais plus, Ouais. et je me lance dans une analyse technique. Alors moi, j'ai pas été footballeur professionnel, mais enfin, j'ai joué au foot toute ma vie quand même. Et Et il n'y a puis, pas besoin et de puis je fais footballeur une professionnel analyse. pour partir dans une analyse technique. Ouais, Oui, enfin, tu vois, en gros, je sais plus, mais je comprends pas pourquoi ils sont passés en 4-2-3-1 au milieu de deuxième oui, mi-temps. oui, Enfin, bien sûr. je dis Ouais. un truc comme ça. Ouais. Et je mets mon débrief, je sais pas, 300 vues, 400 vues, personne ne regarde le truc. Et je Ouais. reçois un message sur Twitter de l'entraîneur adjoint de l'AS Saint-Etienne, dont je tairai le nom parce que je suis Ah, sympathique et que je lui ai promis ouais, que je ne le dirai pas, qui ouais. m'envoie un message sur Twitter, en message privé, qui me dit Monsieur, je suis tombé par hasard sur votre vidéo, permettez-moi de vous dire, vous dites strictement n'importe quoi, nous ne sommes pas passés en 4-2-3-1, nous avons fait ceci parce que machin était fatigué, qu'il avait Mm. des débuts de crampe. Je me suis pris un scud, alors je lui ai répondu gentiment, je lui ai dit écoutez, merci de regarder mes vidéos déjà. Oui, Je dis moi je suis pas technicien, je vous donne une analyse, je peux me planter comme tout le monde, oui, mais il n'y a oui. rien de méchant, il n'y a rien de nominatif, Mm. voilà. Mais Il l'a à ce bien pris moment-là, quand même. oui, oui, après il en a rediscuté, il a été sans rancune, etc. Mais Ouais, en ouais. fait, ce qui m'avait pas perturbé, mais interpellé, c'est que je m'étais dit, mais Oui, mince, je fais rien comme vu, et le gars, il voit ma vidéo, il prend le temps de m'écrire, c'est que ça avait peut-être affecté en fait. Et c'est là que je me oui, suis dit parce que, que ça l'a touché, mais ouais, ce qui est intéressant quand même, qui te répondent et puis qui t'expliquent en fait la ouais, réalité de ce que tu avais pris pour un changement avec le gars qui avait des crampes, tout ça et tout. Ça, je trouve que c'est assez positif, c'est la magie de l'instrument, parce que tu te mets donc à communiquer avec l'entraîneur adjoint. Toi, ça t'éveille aussi parce qu'il va absolument. t'expliquer les choses. Tu n'aurais jamais eu Ouais. accès à lui, bon, selon toute vraisemblance. Et ça, je trouve ça sympa, quoi. Et après, les gens, effectivement,
ont une susceptibilité qui fait qu'il aurait pu te répondre tranquillement. Mais peut-être ça l'a touché, peut-être, tu sais, ouais, mais avec mon audience, je me suis dit, mais en fait, ils étaient déçus. Il faut comprendre oui, aussi il y a de la pression. susceptibilité des gens. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir du recul par rapport à ça. C'est pas des choses très graves. Alors, je vais aborder un sujet qui m'a accablé, Didier, dans le livre. Ouais. Alors, c'est pas ton écriture qui m'a accablé, c'est l'histoire que tu as racontée autour de Foot Citoyen, cette magnifique aventure de Foot Citoyen. Et moi, là, je prends plus ma casquette de supporter de foot, je prends ma casquette de citoyen et d'élu aussi, je le dis, d'élu local, petit élu local, communal, mais élu quand même, et donc citoyen de la République. Foot Citoyen, merveilleuse aventure, je te laisserai en dire un mot, quel était l'objectif de Foot Citoyen, mais ce qui m'a vraiment fait de la peine, c'est de lire pourquoi Foot Citoyen s'est arrêté. Tu le dis, c'était des raisons financières, parce qu'à un moment donné, les gens qui t'avaient promis de te soutenir, que ce soit la Fédé et les politiques, t'ont tous abandonné, zéro. Alors ça, moi, et la Fédération française de football. Et la Fédération, en plus, comme elle avait changé de partenaire, c'était But qui était sponsor, qui t'avait soutenu, le magasin But qui t'avait soutenu, parce qu'ils étaient arbitres, ils avaient le logo But, là, voilà. Et la Poste est passée, et là, tu n'as plus personne. Beaucoup de choses pour les arbitres, vachement important. Pour sensibiliser les jeunes et les entraîneurs vis-à-vis des arbitres. Mais tu sais... Ça m'a accablé. Oui, c'est accablant, et c'est vrai que c'est extrêmement décevant. Mais quand tu t'engages comme ça dans ces choses-là et que tu as affaire à ces gens-là, qu'ils soient politiques ou dirigeants dans des fédérations, tu vois, quel que soit leur niveau, au niveau des ligues, des districts, etc. Ce qui est extrêmement décevant, c'est que tu vois que... Alors, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des exceptions. Mais, si je dis exception, c'est qu'elles sont rares, finalement. C'est que les gens... ne voient pas les choses justement dans leur globalité et oublient totalement pourquoi ils sont élus. Là, je ne passe pas des entreprises, je parle machin, tu vois. Ils sont élus avec une mission qui est donc par rapport au football. Et dans cette mission, et là, justement, comme c'est un peu d'actualité, j'ai entendu le président Diallo avec des beaux discours, on va mettre des trucs, citoyenneté à l'honneur et tout. Et Foot Citoyen, ça date de 2003. Je te fais juste une parenthèse qui est rigolote. Et j'avais trouvé le titre aussi. Je dois être pas mal pour les titres. Je cherchais le nom pour l'association, si tu veux. Il fallait qu'il y ait le mot foot, mais tu vois. Et le mot citoyen, en 2003, si tu tombais un peu en arrière, était beaucoup moins répandu. Maintenant, pour un nom, on te dit citoyen, la citoyenneté ou des choses comme ça. En 2003, ouais, un petit peu, tu vois, mais bon. Et je mets Foot Citoyen. Et je pense vraiment que c'était le titre super adapté, et la suite m'a donné raison. Et à un moment, je discute avec un gars qui est responsable d'une boîte de com, pour te dire la com aussi, le vent, tu vois, ces grands génies de la com, tu vois, machin, et qui était un peu dans le football. Et il me dit, Foot Citoyen, oh, c'est pas un bon titre, c'est ringard, ça. Je dis oui, mais par rapport à ce qu'on fait, la citoyenneté, tout ça et tout. Il dit, oh non, moi j'aurais appelé ça foot en fait, ou quoi. Enfin, tu vois, il y a des gens qui sont à des postes. Le mec, c'est un patron d'une boîte de communication. Va mourir, va te jeter à la mer. Bon, bref, je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit, écoute, ok, super, machin, j'ai été poli, tu vois, mais j'ai continué avec mon idée. Je dis ça parce que, bon, maintenant... Mais c'était être un peu aussi en avance sur son temps, tu vois, puisque citoyenneté, c'était pas le truc machin. Donc, j'ai entendu des grands discours de Philippe Diallo, de patati patata. On verra après dans les faits, parce que pour les discours, ces gens-là, ils sont toujours super. Mais la fédération de foot, j'explique, a été extrêmement décevante. Je donne cette anecdote incroyable où je vais voir, en compagnie de Michel Platini et avec le support de Michel Platini, le président de l'époque, Jean-Pierre Escalette. Mais bon, on ne va pas trop dire tout ce qu'il y a dans le livre, mais l'anecdote, je la trouve... Elle veut tout dire. Et la fédération, au lieu de nous aider, si tu veux, là, tu as un mec qui est médiatique, entre guillemets. D'accord ? Qui a accès aux médias, c'est ça le plus important, c'est pas d'être médiatique, qui a accès aux médias, puisque je suis à ce moment-là à l'Équipe TV, donc le groupe L'Équipe, etc. Les gens me connaissent. Je pense que j'ai une image de mec assez honnête par rapport à ça. Tu vois, j'ai pas la moindre casserole au cul, je suis jamais entré dans la moindre combine, tout ça. Et donc,
Je connais l'instrument, je sais comment travailler l'image, etc. Je me appuyer sur des gens qui sont un peu spécialistes de l'enfance. Moi-même, j'ai beaucoup progressé dans ce domaine, au contact d'éducateurs spécialisés et tout. Et eux, ils ont ce problème. Et je ne leur jette pas la pierre parce que le problème de la violence dans les clubs amateurs, quoi, en permanence, et des entraîneurs qui n'ont pas les outils pédagogiques adaptés pour essayer de restructurer des gosses, parce que c'était ça à la base, foot citoyen. Si tu veux, moi, le football, entre guillemets, m'a sauvé, parce que j'aurais pu, à un moment, tu vois, j'étais là, et là, c'était bien, là, c'était sans doute le côté sombre, the dark side of the moon, tu vois, et j'ai failli aller sur la face cachée de la Lune, tu vois, et le football m'a fait basculer vers une sorte de soleil, en me donnant des bases, des valeurs, en me structurant, etc. et tout. Donc, c'est pas innocent quand on crée les choses et qu'on met autant de soi dans une association, parce que je pense qu'il y a des présidents d'associations, c'est toujours pareil, hein, il y a association et association, tu vois. Des mecs, moi, je donnais les premières années 50 à 60 heures de mon temps, quoi, si tu veux, tu vois. Plus de l'argent pour combler les trucs, et avec un mauvais rôle, parce qu'il faut toujours, tu vois, aller au combat, au combat, au combat. Donc, c'est assez épuisant, et c'est quand même une association qui a duré 15 ans, quoi, hein, ça n'a pas duré 3 mois. Bon. J'ai eu la chance d'être avec un bras droit, Frédéric Hamelin, qui était merveilleux, une belle équipe de gars, mais on était 4-5, quoi, tu vois, on était dans les rizières, quoi, tu vois, un ogre, tu vois, machin. Mais l'ogre ne devait pas être ogre. Quand je crée le syndicat mondial des joueurs avec Cantona Maradona, je comprends que ça n'amuse pas la FIFA, qu'ils ne veulent pas qu'un jour les joueurs soient autour de la table et discutent d'égal à égal et qu'ils disent « Ok, bon, je comprends, avec le décalage horaire, vous voulez qu'on joue à midi, il fait 50 degrés, machin, mais il va falloir aussi mettre des matchs en nocturne parce que nous, on n'est pas des robots, tu vois, et physiquement, à jouer à midi avec l'altitude, avec machin ou quoi, bah, dans les 2-3 années qui suivent, notre corps, il va morfler, quoi. Et notre carrière, elle ne dure pas 150 ans, alors que vous êtes tranquille dans les loges à siroter, petit champagne et les petits trucs au caviar. Donc ça ne mise pas, donc ils vont sortir les tanks habilement, tout ça et tout, tu as un ennemi. Mais la fédération, tu arrives sur un terrain où tu peux les aider et où tu peux être totalement complémentaire d'eux, avec des outils qu'ils n'ont pas, avec une réelle volonté, avec le fait de pouvoir faire des émissions. J'ai fait des émissions, moi, au foot citoyen, etc., et tout, qui sont passées sur l'équipe TV, il y avait des joueurs, des entraîneurs, des machins. On a fait 10 000 choses, on a travaillé dans des prisons, on a travaillé avec la profession jeunesse judiciaire, le ministère de la Justice était ravi de ce qu'on faisait, les éducateurs spécialisés, parce que par le prisme du football, on arrivait à la passion qu'avaient les jeunes et puis le fait de les considérer, machin. On recadrait aussi, on donnait des outils donc adaptés pour l'entraîneur, on le filmait, on lui disait putain, tu passes ton temps à gueuler sur tes joueurs, ils peuvent pas, ils machin, ah ouais putain, je gueule, machin quoi. C'est des gens humains, c'est quand même des bonnes personnes à la base, simplement si personne, tu vois, c'est compliqué aujourd'hui, ils arrivent un peu à les recadrer, à les considérer aussi, tu vois, ils disent putain, ils s'intéressent à moi, à mon travail, ça fait plaisir. Il y avait 10 000 belles choses, tout ça et tout. Et cette fédération-là, si tu veux, quand il y a quelqu'un qui arrive comme ça et qui peut faire ces travaux-là et tout, alors qu'ils ne s'en sortent pas, et qui peut les aider, quoi, gagner un peu de terrain sur tout ce qui paraît un peu comme une fatalité, cette forme de violence autour, à l'intérieur, etc. Mais si les gens sont normaux, tu vois, ils ne sont pas là à dire « mais qu'est-ce que j'y gagne, moi ?» ou « putain, il y a le soleil sur moi, mais… » il va prendre 2 rayons, foot citoyen, machin ou quoi. Tu vois, s'ils ne sont pas médiocres à ce point, mais ils te mettent le tapis rouge, tu vois, et ils te disent, Didier, on va associer nos forces, putain, on va truquer tout, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Dis-nous au niveau machin, tiens, va dans tel club ou truc, tiens, on pourrait faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Et on fait une… Ouais, mais bah. Non, ils n'ont eu de cesse, de manière vicieuse, malin, parce que moi j'ai accès aux médias aussi. Donc si de face ils te disent non, on ne veut pas que Foot Citoyen existe, non, on ne veut pas qu'il y ait un truc qui sorte de la fédération, parce que nous, c'est la fédération, nous on a inventé le football, nous on fait tout, machin. Non, on ne veut pas qu'il y ait un truc qui nous fasse de l'ombre, le football, ça nous appartient, ok? Voilà. Mais c'est comme ça, et c'est un peu l'histoire de la vie. Et là, alors là encore, ça a des conséquences minimes, si tu veux, c'est machin quoi. Mais tu imagines au niveau politique, au lieu de voir l'intérêt général, l'intérêt des gens qui en chient au quotidien, qui se détestent. On voit la fracture aujourd'hui dans la société française, tu vois. Si depuis des années et des années, ces gens-là, après, qu'il y ait des oppositions, c'est bien qu'il y ait des oppositions, c'est bien que ceux-là sont un peu comme ci, un peu comme ça, mais qui ne se rejoignent pas sur l'essentiel, si tu veux, dans l'intérêt commun, dans l'intérêt général, ou machin, et qui vont même faire en sorte que c'est bon
d'un point de vue électoral, mais c'est très mauvais pour la France. Mais c'est pas leur problème puisque c'est bon d'un point de vue électoral et moi je machin. Donc tu imagines là les conséquences. Non, mais Et c'est voilà. ça qui est accablant en C'est fait. un peu Au bout l'histoire de du bout. l'homme. Ouais, mais c'est accablant. Si tu veux, dans Oui, la c'est accablant. société, moi je le vois bien en tant que maire d'une commune de 8 000 habitants, je Oui, ressens bien la tension qu'il y a. Faire ouais, les enfants, les faire sortir de chez eux, aller faire du sport, rien que ça déjà, tu vois, dans une société de oui, plus en plus oui, tanquée à la maison devant les écrans, aller faire du eh sport, oui. respecter les Après, règles, c'est une respecter les société horaires et tout qui. ça, c'est Oui, mais les essentiel. politiques, tu vois, ils sont C'est c'est à la accablant, botte c'est accablant. des Mais par contre, entreprises. On est une société de ah consommation. oui, Oui, mais c'est bien, il faut consommer. Restez là, vous êtes sédentaire, vous allez être obèse, vous allez machin, vous c'est allez ça. crever de machin. C'est pas bien grave du moment où vous consommez. C'est là où c'est d'un cynisme sans fin, il est terrible. Et juste un mot peut-être sur Foot Citoyen pour terminer sur cette partie Ouais, Foot Citoyen. Tu as quand même eu des gens qui t'ont soutenu. Alors, tu es sur une chaîne des supporters de l'ASS. Tu cites ouais. Bernard Cayazo que tu qualifies comme étant Non, un Cayazo a fidèle été très allié. correct. Voilà, un fidèle allié, c'est ce que tu dis. Je le dis parce que, Ouais. évidemment, ici, on a beaucoup Oui, parlé des dirigeants de l'AS Saint-Etienne. Est-ce que le club sera pas vendu, oui, pas moi je vendu, sais qu'il en et tout porte plein ça. la gueule, Voilà, donc, non, mais etc. c'est pour Oui, ça que oui, je le bien sûr, souligne, c'est parce que c'est dans vrai. cette démarche-là, tu le dis dans Oui, le livre, il t'a toujours soutenu. Donc, je voulais le c'est dire vrai. aussi. Voilà, je voulais le Oui, oui, souligner. C'est important. il faut le dire Voilà. aussi. Non, Bernard a été toujours très correct. Je sais qu'avec Saint-Étienne et les supporters, c'est pas simple pour X raisons, Et c'est pour ça mais que je voulais le souligner, parce que ça, c'est bien très sûr, bien. Ça, c'est très il faut bien. le Voilà. souligner. Et c'est pour ça que dans le livre, et c'était aussi une manière de mettre aussi des gens en évidence qui ont été importants pour moi ou pour des causes, si tu veux, ne pas les oublier. Il ne faut jamais oublier les gens que tu as croisés et qui, de manière fondamentale ou des fois un petit peu ponctuelle comme ça, se sont montrés de belles personnes. Bon, Didier, le Hmm. temps passe. Passe, passe, Hein, passe. voilà, Neg Marron, petite référence musicale. Comment faire une interview de Didier Roustan sans faire une référence musicale? J'aurais pu Ouais. mettre les hurlements des loups ou les barrissements, mais là, je pense qu'il y avait un copyright. Voilà, c'est ça. Ah, ça c'est Non, non. colonel Atti. Bon, Mais il n'y a que les braves qui peuvent non, comprendre. C'est un non, message. Voilà, barrissement du colonel c'est ça. Atti, il n'y a que les braves qui Bah non, connaissent les ça podcasts. c'est réservé à une toute petite élite, tu comprends? Effectivement, Non, par contre, juste un mot, et après on passera au pour ou bien sûr. contre de l'interview. Quand même, Eric Cantona. Eric Cantona, alors tu racontes, on va pas tout dire parce qu'il faut acheter Non. le livre, il faut le lire, et puis c'est tout, mais tu racontes la Coupe du Monde 94, et Ouais, tu racontes aussi la rencontre entre, juste après Cantona et Maradona. ouais, Un truc de fou. mm, Les images existent d'ailleurs, c'est ouais, assez étonnant. Moi j'ai ouais, découvert ça, je ne le savais pas honnêtement. Tu vois, ouais. comme quoi j'ai besoin encore Eh, d'apprendre des passer à trucs. côté de certaines choses. Ah Ouais, bah ouais. ouais. Mais Non c'est mais, bien, les écrits restent, et puis mais les ouais, écrits, tu es c'est plus vrai. d'images. Deux monstres sacrés qui se rencontrent Ouais, avec une forme d'admiration réciproque c'est vrai. et, Le et respect, de ouais. cette rencontre naît ce projet incroyable. Tu t'es quand même Intermondial. embarqué dans de sacrées aventures, Didier, je me permets de le dire quand même. Ouais, ouais. Le syndicat Tête brûlée. international, ouais, l'AIFP, l'Association internationale des footballeurs professionnels, ils discutent Ouais, entre eux. Maradona veut créer ce truc-là, Eric ouais. Cantona dit c'est super, et c'est toi qui récupères le bébé. C'est quand même un truc de dingue, c'est Ouais. fou. Le bébé, c'est moi qui récupère la grenade, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est un truc de dingue. Ou la patate chaude, comme on dit. Ouais, ouais, ouais. Bah, bon, je l'explique dans le livre. Ouais, mais on va Voilà, pas rentrer dans le Maradona détail, vient mais par contre, Voilà. Maradona, Cantona, cette rencontre, je sais pas s'ils se sont Oui, revus après, mais c'est quand oui, même. oui. Ah, ils se Ouais, sont revus déjà à travers le syndicat, puisqu'on a fait un certain nombre de choses ensemble sur plusieurs années. Ça a été une rencontre incroyable. Il s'est passé quelque chose de vrai, parce que ce sont des gens authentiques. J'avais demandé l'autorisation à Eric, qui parlait pas à la presse à ce moment-là et tout, comme sur certains passages de sa carrière, et aussi à Diego, est-ce que je pouvais immortaliser les choses? Donc j'étais venu avec 2 caméramans, mais s'ils m'avaient dit non, Didier, tout ça et tout, je veux pas, ils m'ont dit Didier, pas de problème, tout ça, parce que c'était quand même quelque chose, tu vois, qui fait partie de l'histoire, ah quoi. oui. Alors je sais pas si on le sent, je pense quand même à travers le montage que j'ai fait, qui est le plus épuré possible quand même, où je commente très peu, juste pour faire des petites liaisons. Il y a une émotion, quelque chose de particulier, où ça a été un privilège de le vivre, parce que ces 2 monstres, toi, entre guillemets, en tant qu'individus, sont vraiment des gens à part, et je ne suis pas à m'émouvoir pour un oui, pour un non, ou tu vois, mais bon, mais là, pour le coup, pendant
4-5 ans, parce qu'il a fallu un an aussi pour le créer, quand le syndicat, entre janvier 95 et septembre 95. Donc pendant 4-5 ans, j'ai côtoyé Diego de très très près. Et Eric, je le connaissais déjà de très très près, donc je connais bien les Lascars. Je pense être à même de pouvoir en parler avec leurs forces, leur vulnérabilité aussi. Ce courage et puis cette vision, cette sensibilité. Et là, ils ne s'étaient jamais vus avant. Hein. C'est la première rencontre, en fait. C'était la première fois, quoi. Pas facile à organiser d'ailleurs, hein, quand même. Je le dis, pas facile à organiser puisqu'on tu l'expliques dans le livre, trouver les créneaux, etc. C'était pas si simple que ça, quoi. Le Boxing Day, donc voilà. Mais Eric, bon, a dit OK, je prends l'avion 2 jours après, tu vois, puisque Maradona restait que 3-4 jours sur Paris, etc. On ne savait même pas de quoi Diego allait parler à Eric. Parce que quand je le croise à l'aéroport, Diego, pour réceptionner un ami journaliste, Gianni Mina, et qui me fait tac, 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 parce que tu vois, sur le toc, 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 d'abord, on fait un abalasso, c'est le côté un peu chaleureux de se dire bonjour, et après, il me fait toc, 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 toc. Je sais que tu es ami avec Eric, je suis là de temps à temps. J'aimerais le voir, est-ce que tu peux arranger ça? Je dis, bon, ok. Et quand j'appelle Eric, à un moment, il me dit quelque chose d'assez sensé, si tu veux, que j'avais pas réalisé sur le moment. Il me dit, voilà, mais en fait, il veut me parler de quoi? Et c'est vrai. Et j'ai dit, putain, tu as raison, mais je sais pas. Mais viens, et puis tu sauras bien, quoi. Enfin, tu vois. Et là, bon, bah, il va parler de cette idée qu'il avait depuis la Coupe du Monde 86. Et là, je te rappelle qu'on est tout début janvier 95. Donc, ça, c'est le monstre du Loch Ness, cette histoire, tu vois. De temps en temps, t'en voyais un peu la queue ou la tête, mais bref. Et ça a été quelque chose, voilà, comme quand le temps est suspendu, quelque chose d'un peu, pas miraculeux, mais c'était un moment à part, quoi. Un moment à part. C'était un beau moment. Et après, effectivement, Eric me prend à part, quoi, après l'interview, tu vois, machin, il me dit, c'est formidable son truc. J'ai dit, ouais, évidemment que les jours doivent s'organiser, machin. Et il me dit, bon, simplement, il n'y a qu'un truc, il n'y a qu'une possibilité, c'est que tu t'en occupes, sinon, dans 8 ans, on y est encore. Et ça a été le début des emmerdes, mais bon, après, j'explique tout ça. Merci Didier, on va arriver dans les 2 dernières parties de notre interview. On va faire un pour ou contre. Alors c'est la première fois que je fais ça, mais j'avais envie quand même d'avoir ton avis. Alors comme je suis hyper sympa et qu'on est très bienveillant sur la chaîne, tu as le droit d'avoir des jokers autant que tu veux, tu vois. Si tu n'as pas envie de répondre, justement, on l'a pas préparé, hein, donc voilà. Dans les excès et très mesuré par rapport à d'autres choses. Non, donc, mais, voilà, si tu n'as pas envie de répondre, tu me dis non, joker, après, et puis on passe à la suivante, il n'y en a pas 36. Alors première question d'abord, pour ou le contre... joker, je te le ferai par la voix. D'accord. Je te le sais. Excellent. Alors un puzzle 2, tu l'évoques dans le livre, est-ce que tu es pour ou contre l'idée? Il existera à 2 conditions. Un, que celui-ci, l'éditeur s'y retrouve financièrement, parce que ça reste toujours des histoires d'argent. Ils ne le font pas pour la gloire, et c'est bien normal. Donc, s'ils arrivent à trouver un équilibre, donc en gros, si le livre se vend plutôt bien, il y aura l'ouverture pour. Et on s'est mis d'accord avant, et effectivement, je crois que j'ai dans ma besace de quoi en faire 3-4. Tu vois, 3-4-5. 47 ans de carrière en même temps. Ben oui, en 428 pages, tu ne peux pas tout mettre. Mais la deuxième condition sera, est-ce que... Alors, la première, c'est celle-là. S'il n'y a pas celle-là, déjà, il n'y a pas la deuxième. Mais s'il y a celle-là, il y a une deuxième condition, est-ce que j'en aurais envie? Tout est là. Parce que c'est du temps, c'est un peu de souffrance quand même, il y a de la jouissance aussi, tu vois, c'est un mélange. Mais il faut faire les choses avec plaisir et envie, quoi. Et si je ne suis pas très motivé, ben, il n'y aura pas. Ok. Et si je le suis, il y aura. Mais il faut déjà que ça marche un peu. Moins marrant, mais plus d'actualité. OM-OL sur terrain neutre, pour ou contre? Moi, je suis plutôt pour, histoire de marquer le coup. Alors, c'est injuste pour les 64 000 qui se sont déplacés. En plus, c'était en vacances, donc il y a des gens qui ont fait des efforts, qui ont amené leurs enfants, etc. C'est la seule chose qui me gêne. Ce qui me gêne profondément là-dedans, c'est que le procureur et la préfète
sont restés, pour l'instant, au moment où on se parle, sur la position suivante. Il n'y a pas eu une erreur de commise au niveau de la sécurité du bus des joueurs et des 3 ou 4 bus, je ne sais plus combien ils étaient, des supporters. D'accord? Il n'y a pas eu une erreur. Donc, ça laisse entendre que si tu refais ce match au Vélodrome, eh bien, sans la moindre erreur, il y a ce désastre possible. D'accord? Donc, ça ne va pas. Donc, tu ne peux pas prendre le risque. Le risque, il est trop grand. Le bus, ce n'est pas la première fois qu'un bus se fait caillasser en football, que ce soit au Vélodrome, aux alentours du Vélodrome ou ailleurs. Aux alentours du Vélodrome, un certain nombre de fois, puisque depuis 2016, quand même, ça fait 7 ans, 3 fois celui des joueurs lyonnais. Donc, c'est presque une année sur 2, les vitres explosent. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a un entraîneur et puis aussi l'entraîneur adjoint. On n'en parle pas trop. Qu'est-ce qu'il a? Il a été aussi blessé, touché. Lui, on ne sait pas trop. Manifestement, Grosso a été le plus en danger dans cette histoire, puisqu'il a failli perdre un œil quand même. C'est à quelques millimètres. Quand même, il a été recousu au niveau de la paupière. Tu vois, pas la paupière, c'est pas loin de l'œil. Donc, pourquoi on a fait tout ce tralala aujourd'hui justifié autour de ce qui s'est passé? Parce que Grosso s'est pris une canette ou une bouteille de bière. Ce n'est pas les vitres explosées. Ça veut dire que si la bouteille ou la canette, elle passe là, le match se fait et roule ma poule. Il y aura 2-3 lignes en disant le bus des supporters et le bus des joueurs, sachez qu'il a été caillassé, comme ça arrive des tas de fois. Mais il n'y a pas tout ce branle-bas de combat au niveau du ministre, qu'il soit de l'Intérieur, qu'il soit des sports, que ce soit des médias et tout. C'est la première fois qu'un bus est caillassé qu'il doit y avoir un branle-bas de combat, à mon sens. Ben oui, mais je te dis, je suis plutôt pour le mettre sur terrain neutre et à huis clos, parce que si ce n'est pas à huis clos, comment tu vas gérer en fonction du terrain? Je ne sais pas s'il fait 20 000. En général, Bastia, quand ils étaient pénalisés comme ça, ils allaient à Guignon. Ils ne font pas ça dans une enceinte de 60 000 non plus, si tu veux, tu vois. Bon. Mais si ce n'est pas à huis clos, même si c'est une enceinte de 10 000 personnes, comment tu vas faire rentrer 10 000 Marseillais et peut-être des Lyonnais qui veulent venir, déjà au niveau sécurité. Mais ce qui me gêne beaucoup là-dedans, c'est cette histoire de préfet. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, c'est le sueur. Roule ma poule, allez-y, jusqu'au prochain. Quoi. Mais, tu sais, pendant que il y a des erreurs, forcément. Au milieu des années 90, pendant que tu mettais Eric Cantona et Diego Maradona face à face, moi je faisais tous les déplacements avec les supporters. Quand on allait à Marseille, franchement, on revenait jamais avec un bus avec toutes ses vitres. Hein. C'était il y a 30 ans, hein. Il a été caillassé systématiquement. Non, donc effectivement, tu as raison, là ça réagit parce que d'un seul coup, tu as sur la une de l'équipe la photo de l'entraîneur ensanglanté, donc forcément ça choque et c'est normal. Mais comme tu le dis, la canette serait passée à 5 cm, le match aurait eu lieu et puis ça continuait. Je ne sais pas comment on sort de ça parce que j'avais une autre question du coup, Didier, qui va un peu de pair. Les sanctions collectives, pour ou contre? Parce que moi, je prends un autre exemple que Saint-Etienne a connu cette année, bagarre à Rodez. Entre supporters stéphanois, dans le parcage stéphanois, tu as une vingtaine de mecs qui se battent pendant 5 minutes, maxi. Voilà, tout s'arrête, le match, 1 heure de retard, bon bref. Conséquence de ça, c'est Saint-Etienne qui est sanctionné, bon c'est les supporters stéphanois qui se battent, mais à domicile, avec fermeture des tribunes derrière les buts pour 2 matchs des huis clos partiels. Donc tu pénalises 16 000 personnes pour 20 mecs qui se battent, mais on va jusqu'où en fait? Donc en fait, les sanctions collectives, si tu veux, tu as 2 mecs qui se battent et tu punis 20 000 personnes. Quoi. Je ne sais pas où on s'arrête. C'est intordable ce truc. C'est intordable. Derrière ça, il y a une forme d'injustice. Je trouve que, alors on est un pays du quart-monde, si tu veux. Maintenant, tout se sait, il y a des caméras partout, ces supporters, ils ne tombent pas de Mars en parachute à Rodez. Et je trouve qu'il y a une complicité quand même quelque part du football derrière tout ça. Je veux dire par là que, ok, c'est sociétal. Le problème, c'est un problème de société, il faut vraiment être un demeuré. Et c'est une société qui a généré des centaines de milliers, j'espère pas des millions, mais enfin beaucoup de demeurés par rapport à ce qu'elle véhicule au niveau des choses. Et il faut être quand même complètement crétin pour balancer des pavés, des trucs de bière sur, tu vois, à l'occasion d'un match de sport ou même autre chose d'ailleurs. Et cette violence latente que tu trouves un petit peu partout et qui s'exprime de la sorte, elle est sociétale. Il n'empêche que
je trouve que le mouvement sportif, enfin ici football en particulier, s'en est trop peu ému, et depuis longtemps, et n'a pas mis des choses en place au niveau prévention ou pour éveiller les gens. Foot citoyen en faisait partie, d'ailleurs, tu comprends? Et si ça ne vient pas d'eux et que les choses qui sont bien, ils font en sorte de les mettre sous le tapis, ou mieux, d'essayer de les faire crever, quoi. Voilà. Maintenant, mais ces gens-là, eux, ils ne sont pas touchés. Hein. Ce n'est pas eux qui prennent les canettes ou les trucs en général. Et c'est valable, pas que pour le football. Je veux dire par là que ces gens qui mettent le why, si tu veux, on les connaît depuis des années. Mais les joueurs, les présidents, les dirigeants de clubs, les protègent un peu, directement ou indirectement. La frange dure de certains clubs, et notamment de Lyon, les gars néo-nazis, etc. On a vu dans les tribunes pour un match avec le Paris FC en Coupe de France. On l'a vu donc là au Vélodrome, avec leurs slogans, avec leurs chants ou leurs gestes, tu vois, bon bref, extrêmes. On les connaît aussi. Ce sont des gens forcément qui sont fichés. Jean-Michel Aulas, qui connaît tout de son club, d'accord, qui y est depuis 88, il n'y est plus maintenant. Mais il n'a jamais voulu régler le problème, manifestement. Donc, il y a une forme de complicité. Et maintenant, à force de jouer avec ce pétard qu'on croyait mouillé, de temps en temps, il te pète dans la gueule. Et c'est le plus grand nombre qui paie, et des gens qui sont juste supporters, qui gueulent, qui crient, qui voient, voilà, avec leur écharpe. Et tout le monde morfle. C'est la solution de facilité. Mais il faut bien faire quelque chose. Quelle est la bonne solution? La bonne solution aurait été d'éradiquer la mauvaise plante à la racine, si tu veux. Mais les interdictions de stade individuelles, si tu veux, il faut arriver avec une hache, c'est plus compliqué. Oui, c'est sûr. Les interdictions de stade individuelles, c'est quand même, à mon sens, si on arrive à identifier les auteurs, oui, c'est quand même plus efficace. Quand même. Comment tu règles les problèmes? Quand, je vais te dire, il y a Nice-OM la saison dernière, que Payet reçoit une bouteille au moment de tirer un corner, il la rebalance, etc. Et tout, et il y en a eu des problèmes à Nice-OM. C'est pas le premier, tu comprends? Si ça tombe du ciel, je me dis, merde, le mec, il s'était pris au dépourvu, patati patata. Et là, tu as 50 personnes qui descendent sur la pelouse pour en découdre avec des joueurs. Mais tu as 50 personnes. Sur les 50 personnes, il y en a combien qui sont interdits de stade et pour combien d'années? Moi, j'aimerais bien le savoir. Je pense qu'il y en a un qui a pris cher, il est à la une de l'équipe, et on l'a vu un peu partout parce qu'il donne un coup de pied. Et encore, je ne sais pas, parce que ces gens-là, ils ont des protections du club, mais aussi peut-être des protections au niveau politique. Peut-être, tu sais, ils vont faire des campagnes d'affichage, frapper les gens de l'adversaire politique ou des choses comme ça. Tout ça, c'est pas très sain. Et on devrait le savoir aussi, pour que ça fasse réfléchir celui qui veut agir de la sorte. Là, on va voir. Pour l'instant, c'est un peu chaud, donc les gens sont sensibilisés, et toujours les discours de circonstance des politiques. Nous allons retrouver le machin, le truc, et la sanction sera exemplaire. Ah, tu le fais bien. Et puis après, on n'en parle plus. Tu le fais bien, tu le fais bien. Qu'on mette dans le stade, sur l'écran géant, et puis après, sur 3 journaux, tu vois, au choix, ou je sais pas trop quoi, monsieur machin, peut-être madame machin, hein, je veux dire, des fois, Didi Dada ont été reconnus de... Déjà, tu verrais combien tu en as chopé, parce qu'ils sont un certain nombre à avoir caillassé, hein, ils ne sont pas deux, donc déjà, on verrait. Et sont sanctionnés de ça, hors stade, de ça, financièrement, mais financièrement, chaque fois, les mecs, ils te diront, ils ne sont pas solvables, ou ils ne sont pas trucs, tu vois. Et après, du pénal, tu vois. Et ça, de prison. Ils n'ont pas un truc, tu vois. Et j'aime autant te dire que si tu es là, parce que tu es demeuré, parce qu'on fait tout pour te rendre demeuré aussi, parce que ça arrange aussi les gens parfois que tu sois demeuré, tu comprends? Mais si les gens, ils voient dans le journal, le mec, et là, il y a un pavé, il caillasse très bien le truc, il dit, quoi, le mec, il a pris 3 ans de tôle, et il a dû payer ça, et son... Mais je ne vais pas le lancer. À un moment, si tu veux, je suis toujours plus pour la prévention que la sanction, si tu veux, tu vois. Mais à un moment, il faut que la personne, là, les mecs qui envoient, ils se disent, qu'est-ce que je risque? Je passe mon temps, moi, à envoyer, à casser des trucs, à frapper des gens ou trucs. Pourquoi à la limite, tu ne le comprendrais pas, tu vois. Mais si tu faisais ça à chaque fois...
Il y a des gens, après, ils sont moins cons qu'ils en ont l'air. Hein. Ils sont cons quand ça les arrange. Ce qui est sûr, c'est que les huis clos partiels ou totaux, c'est la Ben, solution ça de règle pas le facilité. problème. Ça règle pas le problème. Voilà, c'est la solution de facilité pour dire Ah, on a sanctionné le club, mais ouais, le foot ça populaire, change ça rien. passe aussi par des stades Non, non. pleins et un stade sans public ou un stade à moitié rempli. Ah ben oui, C'est pas le bien foot sûr. populaire Non, ben, comme c'est on la l'aime. solution de facilité, c'est sûr. La Ligue 1 et la Ligue 2 à 18 clubs. Pour ou contre, Didier? Je connais pas ta position sur ce point-là. Ben, parce que je ne suis ni pour ni contre. J'ai resserrer l'élite, qu'est-ce que ça change? Qu'il y en ait 20, qu'il y en ait 18. Franchement, je ne suis pas convaincu par leurs arguments. Alors, ok, ils vont être 18 à se Ouais, voilà, partager pour le gâteau au pognon, lieu de pour 20. l'argent. Donc, ces 18-là seront plus à même d'être bon, un petit peu plus riches. Donc, peut-être après, pour les plus grands, un peu plus performants au niveau européen. Mais je ne pense pas que cette histoire des deux qui n'encaissent pas leurs droits enrichissent à ce point les 3 ou 4 grands clubs français, financièrement parlant en tout cas, susceptibles d'aller loin en Coupe d'Europe. Je suis bien Donc, d'accord. je ne saurais pas à quoi répondre à la La question. Coupe du Monde en 2034 en Arabie Saoudite. Oui, Pour ou contre? ah bah contre. Ok, très Bah, bien. c'est une sinistre blague. On est Et d'accord. puis, ça passe comme une lettre à la Ah oui, poste. Avant, quand même, je trouve que la presse et le public, tu vois, les aficionados, s'emparer de quelque chose d'aussi gros. C'est terrible. Ça veut c'est dire terrible. que 12 ans déjà, 12 ans après le Qatar, alors bon, l'Arabie Saoudite encore, c'est un pays de football, ce qui n'était pas le Qatar. 12 ans après, tu as une autre Coupe du Monde dans un pays du Moyen-Orient, alors qu'il doit passer quand même par, après le Qatar, par, dans un ordre différent, l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie. Mais si tu mets l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Amérique, les Amériques, enfin, c'est-à-dire Mexique, tu vois, Canada, ça fait 3, Europe, Amérique du Sud, les 2 Amériques, Afrique et Asie, ça fait 5, Ah oui. Moyen-Orient, ça fait 6. Donc l'Arabie Saoudite, ils ne doivent pas l'avoir avant 24 ans, quoi, si tu veux. Si ça va au Moyen-Orient, tu vois, puisqu'on a décidé maintenant. Mais là, évidemment, ça fait 12. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Et on a bien compris ce qu'il y a derrière et que l'Arabie Saoudite va mettre une somme faramineuse et la FIFA sera encore plus machin, plus les petits cadeaux d'usage, au-delà du fait qu'il me semble que l'Arabie Saoudite, parce qu'on n'en parle pas souvent, tu vois, avec tout l'afflux de joueurs là-bas et tout, au niveau des droits de l'homme, démocratie, tout ce qu'on veut, un journaliste qui se fait découper dans une ambassade, tout ça et tout, et ce qu'ils font, alors bon, ils s'ouvriraient peut-être, parce que c'est chaque fois leur truc, quoi, Ah tu oui, vois, comme à ça, chaque fois, oui. c'est comme ça, maintenant on Ouais. s'ouvre pour les femmes et Ouais, tout. oui. À voir, je ne suis pas un grand Ouais. spécialiste de la question, mais déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. 12 ans après, c'est pas possible. Enfin, les JO à Pékin, on a eu le même argument, ça n'a pas changé grand-chose fondamentalement. Cet argument, il est utilisé à chaque Non, fois, mais bon. Ok, donc contre. Les deux derniers pour ou contre sont peut-être plus faciles. Les fumigènes dans les stades. Alors moi qui étais un ultra dès la création des ultras, fumigènes dans les stades pour ou contre, Didier? écoute, je trouve qu'il y a des ambiances merveilleuses à travers le monde sans les fumigènes. D'accord. Ça, c'est quelque Ou chose qui est Amérique du très Sud? italien. Ben, Amérique du Sud, tu sais ce qu'ils font? Ils mettent, c'est sur la pelouse, si tu Ouais. veux. Il y a des fumigènes qui sortent comme ça avant le match. Mais d'une manière générale, pendant le match, pour les matchs que j'ai vus ou quoi, je me souviens avoir vu un River, je ne sais plus contre qui la dernière fois que j'y suis allé. Enfin, la dernière fois que je suis allé, j'ai vu 9 matchs en 12 jours, tu vois, pour te dire le rythme. Mais il y avait un River Plate, et je l'ai filmé d'ailleurs, prochain, un River Plate. Il y avait 80 000 spectateurs au stade monumental, parce qu'ils l'ont aménagé d'une certaine manière qui fait que bon, c'est le plus grand stade au niveau contenance d'Amérique du Sud. Et à un moment, j'ai vu un fumigène dans une masse de trucs. Et puis après, un petit. Mais ridicule, quoi, si tu veux. Mais d'une manière générale, tous ces gens qui chantent avec leurs tambours, avec leurs trompettes, avec leurs nini, ça met une ambiance de folie. Maintenant, si les fumigènes, tu me dis par A plus B, tu me prouves, parce que j'ai entendu dire ça, qu'il n'y a aucun danger pour ceux qui l'emploient déjà, parce que eux, ils savent s'en servir, et pour eux,
et pour le proche environnement, et qu'il ne risque pas aussi de le balancer sur des supporters adverses, c'est vrai que voilà, il y a un côté un petit peu féerique, feu d'artifice ou des choses comme ça. Alors, j'aime bien, moi, l'environnement, c'est beau, tout ça et tout. Alors, je te dirais que je ne suis pas contre. Ça s'encadre, en fait. Ça s'organise. Il y a plein de travail par rapport à ça. Donc, je dis pourquoi pas. Après, et là, je parle de l'exemple de Saint-Étienne. Si c'est pour avoir des fumigènes, parce que tu râles par rapport à je ne sais plus trop quoi à l'époque, c'était il y a 2 ans, je crois, ou peut-être l'année dernière, je ne sais plus, et tu les balances sur les filets, ce qui fait qu'il y a des trous dans les filets comme ça, et qu'après, il va falloir changer les filets. Tu vois le match dont je parle, qui a commencé 1h30 après? Voilà, oui, c'est pour faire ça, les fumigènes. Tout dépend ce que tu en non, fais, ouais. et évidemment au niveau sécurité. Je pense que ça s'organise en fait, ça s'encadre. C'est-à-dire que l'interdiction de dire à chaque fois qu'il y a un fumigène qui est craqué dans une tribune avant le début du match, ça fait des huis clos partiels et des machins, c'est absurde parce que ça fait partir de la culture ultra en fait si tu veux. Donc ça s'encadre simplement, il faudrait qu'il y ait les gens habilités éventuellement. Si tu peux l'encadrer, tu réussis à l'encadrer et qu'il n'y a pas un autre malade là-bas qui s'en sert et qui arrive avec ses trucs, tu arrives à l'encadrer, tu sais qui va le faire, tu sais à quel moment ils le font quand ils veulent après, et qu'il n'y a pas de danger. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. Moi, je pense que ça peut s'organiser. Le dernier pour et contre, Didier, il est hyper facile celui-là. Alors, je vais détourner un peu la question parce que c'est trop facile pour toi, tu comprends. L'ASS en Ligue 1 l'année prochaine, pour ou contre? Alors, je vais changer le pour ou contre parce que c'est trop facile. Je vais te dire, est-ce que l'ASS en Ligue 1 l'année prochaine, je ne sais pas si tu as vu des matchs des Verts cette saison, est-ce que tu y crois ou pas? Est-ce que tu penses qu'on a une chance de monter? Alors, si tu n'as pas vu les matchs, ça va être difficile, mais voilà, on est 2e au classement, on est sur 10 matchs sans défaite. Avoir vu les matchs, moi, ce qui m'est revenu un peu aux oreilles, c'est que, heureusement, il y avait cette victoire en plus chez le leader Laval, mais que d'une manière générale, Saint-Étienne jouait pas très très bien, mais était dans une bonne dynamique sur ses derniers matchs. Alors contre Angers, j'ai l'impression que c'était super. C'était mieux. Bon match. C'était mieux. Ouais, ça a joué au football. Le football, c'est ça, c'est des dynamiques, c'est de la confiance, ce qui te permettra de tenter des choses ou exprimer vraiment ton talent à 100% au lieu d'être sur le reculoir, tu vois, de peur de mal faire. C'est beaucoup dans la tête, en fait, hein, souvent, quand même. Pour les attaquants, pour les gardiens, c'est beaucoup dans la tête. En fait, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que Laurent Batlos a changé de dispositif. Il était avec son 3-5-2 comme toute la saison dernière. Et c'est le match face à Caen où, avec, je crois, il y avait des absents. Il a fait un 4-3-3 d'ailleurs, c'était même pas 4-4-2, un 4 défenseurs à plat, et depuis on prend plus de buts. Et en fait, si tu veux, il est resté avec ce dispositif, et du coup on a la meilleure défense du championnat aujourd'hui, et on est sur 6 clean sheets consécutifs et 10 matchs sans défaite, donc c'est vrai qu'il y a une dynamique positive qui s'enclenche, ce qui fait que nous, les supporters stéphanois, on se remet à retrouver le sourire et on se remet à y croire. Donc voilà, c'était juste... Écoute, il faut se dire que les grandes équipes ne meurent jamais, c'est la formule. Même Reims, tu sais, qui était une grande équipe dans les années 50 et début des années 60, et ben, tu vois, bon an, mal an, dans le football d'aujourd'hui, ils ont réussi à créer un stade adapté, sympa, et ils sont toujours aux alentours de la 10e place. C'est peut-être quelque chose en coupe ou truc. Donc, il faut garder la foi. Mais Saint-Étienne a gardé, je trouve, cette passion, ce chaudron, même si ce ne sont plus les mêmes personnes, évidemment. Tout ça a été bien transmis. C'était peut-être pesant aussi pour beaucoup de générations, parce que l'histoire des années 60 des Verts, même celle de la deuxième partie des années 60, elle est fantastique. Et le football a changé, quoi, et tu n'as pas les moyens pour y faire face. Mais il y a eu des belles périodes. Tu disais Moracic tout à l'heure en début de reportage, c'était un joueur magnifique. Il y a eu les Alex et compagnie, il y a eu du bon. Donc, le football, c'est un peu comme le climat, ça va, ça vient, le soleil revient, et puis les nuages. Là, on dirait que le soleil pointe le bout du nez pourvu que ça dure. Du côté de Geoffroy Guichard, et ce sera un match à guichet fermé samedi après-midi à 15h face à Paris. J'y serai au stade et ce sera un réel plaisir. Didier, ça y est. On arrive à la fin de cette interview. La tradition dans Carton Rouge TV, c'est qu'à la fin de chaque émission, avec les copains de Carton Rouge, parce que je ne suis pas tout seul à animer cette chaîne, on attribue soit un carton vert qui n'existe plus, je le rappelle maintenant, quand un joueur est blessé, c'est l'arbitre qui demande aux soigneurs de rentrer, mais j'ai gardé quand même le carton vert, ou
un Hmm. carton rouge si tu veux mettre l'un Ou ou le nom de l'autre. l'émission. Ouais, exactement. Alors, le nom de l'émission, c'est parce qu'en fait, à l'époque, on avait créé cette émission il y a 10 ans, 15 ans, et en fait, on taclait beaucoup, en fait, si tu veux. Alors, on s'est dit, bon, bah, à force Ah, de tacler, en fait, c'était les tacles par derrière, à un du moment haut. donné, les cartons rouges y tombent. Donc, on s'appelait Je Carton vois. Rouge TV, et c'est le nom de la chaîne, c'est pour ça. Est-ce que tu veux mettre un carton vert à quelqu'un ou un carton rouge, Didier? Je te prends un peu comme ça à l'improviste parce qu'on n'avait pas du tout révisé avant ou préparé l'émission avant de la faire, mais dis-moi. Un carton vert à quelqu'un. À quelqu'un, ouais, un coup de cœur. Ça peut être à quelqu'un ou à quelque chose, hein, une belle image, un beau truc, ou un carton rouge au contraire, à quelque chose. Alors, c'est toi qui vois. Ici, tu n'en as pas, c'est pas grave, Didier, hein. Franchement, Moi, je suis pas trop arbitre, truc, carton vert. Je sais pas. Ben, un carton vert, je vais te le donner à toi, qui a la gentillesse de m'accueillir et de parler en bien de puzzle, et je vais te donner un carton vert. eh ben, c'est gentil. J'espère Voilà. que. Écoute, c'est très Donne-toi gentil. le carton vert. Merci, c'est gentil. Voilà. J'ai- Et puis j'ai- c'est de circonstance, puisqu'il y a du vert tout autour de toi, et pour cause. Allez les Verts, nos supporters sont venus de loin. Exactement. Ils nous aiment bien. Et J'espère. Johnny Rep C'est ça. en fit Ah, son Mickey 3D. pantalon. Bah, bien sûr, bien Eh, sûr. ce soir, il veut aller sur le chaudron. Johnny Rep a les cheveux longs. Euh, Euh, merci beaucoup, alors, Didier. bon, ça, c'est le vert. Le Oh, c'est l'un ou rouge. l'autre, hein, t'es pas obligé, hein, enfin, Ah, ben c'est le vert. ah là c'est le vert, on reste sur le carton vert. Tout pour les verts. Allez, les J'espère verts. que tu as. Supporters, laisse pas tomber Saint-Étienne. Il y en a une des chansons. Ouais, il y en a eu des chansons. Je vous rappelle que le livre de Didier Roustan, Puzzle, aux éditions Marabout, est dispo. Franchement, allez-y. 428 pages, je vais y arriver. Non, pas Un voyage, c'est un voyage. Voilà, c'est un voyage dans le temps, c'est un voyage C'est vrai, sur c'est la un voyage. planète. On rigole. Quelquefois, on est un peu accablé quand on lit des trucs. On se dit, mais c'est pas possible. Comment les gens peuvent faire C'est ça? comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est passionnant. Didier, je le dis très sincèrement, je me suis régalé. Puzzle, je vais te dire, c'est le football. C'est ça, c'est le football. Et le football, Un c'est bon la vie. sens, Comme- le Et tant, puzzle, c'est le football. et tant qu'il y aura des hommes, Didier, c'est pas à toi que je vais le dire. Donc voilà, C'est vous le vrai. retrouvez, édition Marabout. Allez-y, franchement. Les hommes avec un grand H, Avec parce un grand que H. ça inclut aussi Bien les sûr. femmes. Bah, bien sûr, Quand on dit les hommes, tu bien vois, d'un sûr. point de vue étymologique, machin, c'est les hommes et les femmes. Absolument. Tu as raison de le C'est préciser. important. Et les Absolument. femmes, voilà, nous serions tous en Normandie. Alors, comment on dit, si les Ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie. Germanie. Si En les femmes Germanie. n'étaient pas là, voilà. Merci mille fois Didier d'avoir accepté l'interview. Ça a été un véritable plaisir pour moi d'abord Un de plaisir t'avoir à partagé. l'antenne. Et puis on a passé un super moment. On avait dit 20 minutes, mais voilà, c'est comme les podcasts en fait. On sait quand ça commence, on sait pas quand ça se termine. C'est On pas se laisse fini. emporter comme ça par la discussion. Eh bien, emporté par la foule. Il y a beaucoup d'extraits de chansons dans Puzzle. Absolument, absolument. Mais comme tu le fais C'est dans tous tes anglo-saxon, podcasts, ouais. on sait très bien que les références musicales sont toujours là Forcément. à chaque fois. Merci beaucoup Didier. Et puis Merci on à te toi. retrouvera sur l'équipe TV, bien sûr, le président et Ouais. puis toutes Les tes podcasts. présences médiatiques que l'on suit tous avec beaucoup d'intérêt. Merci Ça mille marche. fois Didier. À bientôt. Et puis on termine toujours. À Alors bientôt. ici, sur Carton Rouge TV, tu vois, j'ai une phrase, je termine toujours par Ouais. prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao, à bientôt. Ça ressemble un peu à la fin du podcast. C'est ça. À bientôt. Ciao.